Nous avons épuisé le cycle politique à 80 ans après de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est le retour des empires, des prédateurs, c'est le retour de la conflictualité. Pourquoi Mark Zuckerberg, pourquoi Elon Musk, tous les géants de la tech ont voté Trump? Parce qu'ils ne supportent pas que l'Europe ait une vision de la tech, de l'intelligence artificielle qui soit une vision de protection des citoyens. Et la décarbonation, c'est mon point, est un levier de résilience pour l'Europe. Il y a une guerre entre les États-Unis et l'Europe sur ce sujet-là. Eh bien, nous pouvons gagner cette guerre. Bienvenue sur Presque Confidentiel, la chaîne qui donne la parole des acteurs de terrain engagés qui font bouger les lignes du monde du travail. François Calfon, bonjour. Bonjour. Alors déjà, je vais essayer de te présenter rapidement en quelques mots. Tu es député européen au sein du groupe socialiste et démocrate. Tu sièges notamment à la commission des transports et du tourisme et à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Tu es aussi engagé de longue date au sein du Parti socialiste, tu as occupé plusieurs mandats, régionaux, locaux, et surtout, pour ça que tu es là, tu connais très bien les sujets du travail. Tu as été notamment secrétaire national du Parti socialiste en charge du travail. Donc aujourd'hui, on est là pour parler à la fois d'Europe et de travail. Si je t'invite aussi aujourd'hui, c'est parce que tu organises un colloque prochainement qui est intitulé « Nouvelle guerre froide, guerre commerciale, quel avenir pour l'Europe ?» Je pense qu'on a pas mal de choses à dire sur le sujet. Quel avenir pour l'Europe? C'est une bonne question et c'est un vaste sujet pour cet épisode de Presque Confidentiel. Avant tout, pour lancer la discussion, t'es parlementaire européen et moi j'avais une première question. C'est quoi l'ambiance au Parlement européen depuis l'élection de Donald Trump? Alors en fait, le Parlement européen, on croit qu'on va gérer business as usual et moi je croyais que j'allais gérer juste le sujet de la décarbonation, qui était le sujet du précédent mandat, comment on met en œuvre tout ça. Et puis comme d'habitude, l'Europe se distingue et pleinement elle-même quand il y a des crises. Donc il y a eu la crise du Covid dans le précédent mandat et donc il y a eu la réponse européenne avec les vaccins et puis il y a eu la crise attendue mais quand même incroyable de l'élection de Trump et surtout je dirais crise dans la crise, il y en a eu deux. La fameuse réunion du bureau ovale entre Zelensky et Trump, où les Européens se sont aperçus que Trump était à moitié vendu à la Russie, et en tout cas qu'il n'était pas prêt à nous protéger. Donc tout d'un coup, la question finalement de la défense européenne est apparue, et en 2 jours, Madame von der Leyen a annoncé un plan de réarmement de l'Europe de 800 milliards d'euros. Donc une crise. Une réponse à une crise. Deuxième crise, la fameuse conférence de presse hallucinante de Trump avec ses tableaux de taxes pays par pays et qui ont finalement tous ceux qui étaient encore un peu dans un esprit bisounours de « ah ben c'est business as usual, on va pouvoir avancer tranquillement », se sont aperçus qu'il fallait, sur le plan économique, bien plus d'ailleurs que le rapport Draghi ou l'État, réarmer sur le plan commercial l'Europe. Donc on est dans l'œil du cyclone au moment même où nous parlons sur ces 2 sujets, de sorte que l'impact pour moi, c'est que je suis maintenant rapporteur du Parlement européen sur la question de la mobilité militaire, car tous ceux qui connaissent l'armée savent que, bien sûr, il y a les fantassins sur le terrain, mais pour amener tout cet armement dans le cadre d'une guerre conventionnelle comme nous connaissons à nos portes, il faut une montée en puissance radicale. J'étais ce matin au ministère de l'équipement pour en parler, et encore hier en train d'auditionner des militaires de la Bundeswehr ou de l'OTAN pour voir comment nous montons en puissance. Bref, il y a eu un coup d'accélérateur incroyable. Ok, mais finalement, la brutalité des différentes annonces de l'administration américaine, elle a surpris les parlementaires européens? Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai parlé de cyclones tout à l'heure. Quand vous avez des cyclones qui arrivent sur les îles tropicales, on dit, voilà, on va le classifier 4, 5, 6. On savait qu'il y avait le cyclone. On en avait même la cartographie. Mais la puissance du cyclone a laissé bouche bée les Européens. Et y compris parce que c'est quelque chose d'identitaire. L'Europe, finalement, c'est l'Europe du plus jamais ça après la Seconde Guerre mondiale. Voir l'allié américain nous lâcher, quelque sorte, défaillir face à une guerre qui est au cœur de l'Europe, permis une prise de conscience. C'est pas rien quand même depuis, on oublie de le dire. Mais dans le plus grand pays de l'Union, à côté de la France, l'Allemagne, Merz, le nouveau chancelier, annonce un plan de réarmement de l'Allemagne de 500 milliards d'euros. Donc on a changé de monde. Et ceux qui le préfiguraient, le voyaient, rentrant dans l'œil du cyclone, s'en sont réellement rendus compte. Oui, il y a eu un choc de la part de mes collègues. Alors effectivement, on a le sentiment d'avoir vraiment changé de monde. Récemment, moi, j'ai écouté un podcast de Arnaud Horin. Alors, Arnaud Horin, il est économiste et historien. Et il parle du capitalisme de la finitude. En gros, sa théorie, c'est la suivante. Il nous dit que le capitalisme alterne entre des phases
de croissance avec le sentiment que les ressources sont infinies et des phases où le sentiment c'est que les ressources sont limitées et donc du coup il y a une concurrence exacerbée avec le retour des impérialismes. Et dans cette phase finalement où on voit une nouvelle donne géopolitique apparaître avec des empires qui sont autoritaires et qui sont impérialistes, est-ce que le logiciel européen qui est démocratique et parlementaire, il est adapté à une nouvelle donne où on a le sentiment que tous les coups sont permis? Alors moi, je dirais, est-ce que c'est lié au climat ou à la finitude des ressources? Sans doute, mais moi, je dirais tout simplement qu'il y a des espèces, un peu comme Hegel le disait, hein, l'histoire, c'est une sorte de spirale où on revient finalement. Eh bien, nous sommes arrivés, nous avons épuisé le cycle politique à 80 ans après de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est le retour des empires, des prédateurs, c'est le retour de la conflictualité. Et nous voyons bien, finalement, la Chine, qui est extrêmement prédatrice sur le plan économique par rapport à l'Europe. L'Europe doit d'urgence sortir de la naïveté. Regardons l'affaire de l'acier, où finalement, avec les barrières douanières aux États-Unis, l'acier chinois est en train d'envahir l'Europe et de mettre en cause notre industrie européenne. La Russie, avec finalement une guerre énergétique qui a préfiguré la guerre elle-même, et maintenant les États-Unis. Et au milieu de ça, l'Europe, qui ne se vivait pas comme puissance, qui était naïve, doit maintenant totalement changer son logiciel dans une logique, alors pas d'empire, mais si j'ose dire, d'îlots, d'archipels démocratiques dans cet ensemble, mais un archipel qui est attaqué y compris de l'intérieur. Attaqué de l'intérieur, mais on parle aujourd'hui beaucoup d'un déclassement de l'Europe. Hein. Il y a une crainte du déclassement de l'Europe qui se retrouve un peu isolée. Isolée au sein d'un jeu économique de plus en plus agressif, en réalité d'une guerre économique. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi les pistes et les leviers qui sont évoqués dans les débats au Parlement européen pour maintenir la compétitivité européenne ? Alors, isolé, déjà, reprenons sur est-ce qu'il y a un déclassement européen? Objectivement, les États-Unis sont partis en flèche. Alors, je ne parle pas des aléas politiques de Trump ou de Biden, mais par exemple, le paquet, si j'ose dire, la nouvelle économie, des plateformes, la nouvelle économie, les GAFAM, il n'y a pas un GAFAM européen. Hein, et la valeur, elle se fait de ce côté-là. Donc, il y a une forme de déclassement. Sur le plan du manufacturing, comme on dit dans les entreprises, c'est-à-dire la possibilité de produire, si on n'y prend pas garde à court terme, je vais donner un exemple concret pour pas être dans le... Si nous ne sauvons pas par le protectionnisme notre industrie automobile européenne, il peut se passer pour l'industrie automobile européenne ce qui s'est passé pour la téléphonie. Et là encore, une image très forte, ceux qui ont un peu plus de 30 ans, ce qui est ton cas, tout comme moi, on se souvient des téléphones Nokia, Ericsson, pourquoi pas Alcatel. Il n'y a plus, à part la pomme qui en fait est fabriquée en Chine, il n'y a plus que des téléphones chinois. Donc les industries, des pans entiers de nos industries peuvent mourir. Et donc ça, c'est sur le diagnostic. Quels sont finalement les leviers pour l'Europe de résilience? Eh bien, il y en a quand même quelques-uns. Nous avons une industrie aéronautique extrêmement forte qu'il faut conforter. Il y a 2 acteurs mondiaux, Boeing et Airbus. D'autres entrants. Hein. Mais cette industrie aéronautique, elle est plus que porteuse d'espoir. Elle est un levier pour finalement pouvoir avancer. Mais plus largement, d'un point de vue thématique, il y a une question qui se pose sur la question du pacte vert. La droite, et surtout l'extrême droite, dit c'est un frein à l'activité économique. Et on peut connaître ça, y compris dans certains secteurs du patronat européen, de dire on nous ennuie avec la décarbonation. Mais en réalité, quand on voit ce qui s'est passé avec le Buy American Act, ou ce qui s'est passé en Chine avec la décarbonation à marche forcée, ils n'avaient que des industries fossiles, des énergies fossiles, ils ont l'énergie nucléaire, et ils ont décarboné finalement l'ensemble du secteur automobile en prenant la main sur les terres rares et toute la filière de la batterie. Et bien dans ces 2 grands ensembles de puissance, la décarbonation a eu lieu, et la décarbonation, c'est mon point, est un levier de résilience pour l'Europe, puisque c'est de loin le continent le plus ambitieux sur les questions climatiques, puisque en 20 ans, finalement, nous avons baissé nos émissions de carbone de 31%, et que l'objectif de la neutralité carbone en 2050 est un objectif qui est tout à fait atteignable. Et c'est un levier, c'était le sens de la question, de résilience, c'est un levier de croissance par finalement les suites du rapport Draghi ou l'État, c'est-à-dire l'investissement dans les industries de la décarbonation. J'en donne un qui concerne le secteur des transports. Eh bien, par exemple, les carburants alternatifs pour le secteur aérien, pour le secteur maritime. Obtenir des carburants décarbonés, tout simplement
simplement par l'hydrogène vert. Tout ça, ce sont des territoires de décarbonation, de recherche et de développement, de brevets, et y compris de croissance, qui sont tout à fait intéressants. Et pas plus tard que dans une semaine, je vais visiter à Cadarache le site ITER pour la fusion nucléaire, qui est l'avenir de l'industrie décarbonée, et finalement avoir une énergie nucléaire qui ne laisserait pas de déchets ultimes. Alors, il y a une guerre entre les États-Unis et l'Europe sur ce sujet-là. Eh bien, nous pouvons gagner cette guerre. Il n'est pas nécessaire de penser que nous ne pouvons pas rattraper nos retards. Mais la question, c'est est-ce qu'au Parlement européen, est-ce qu'il y a une unicité de point de vue sur la question, à la fois entre les pays européens, entre les partis européens, sur cet enjeu de décarbonation et de lutte contre le réchauffement climatique? Il faut être très clair, il y a une confrontation en Europe entre les forces plutôt progressistes, donc les socialistes, les écologistes, la gauche, mais aussi ce qu'on appelle ici Renew, c'est-à-dire les macronistes, pour défendre les acquis du pacte vert. Et puis un détricotage généralisé par l'extrême droite. M. Bardella a écrit, comme président de son groupe Les Patriotes, finalement une lettre à l'ensemble des parlementaires européens pour détricoter le pacte vert, pour arrêter la décarbonation du secteur automobile. Et tantôt, le PPE, c'est-à-dire la droite européenne, défend plus ou moins finalement cette décarbonation. Tantôt, elle est rattrapée par le populisme de son électorat pour considérer qu'il faut arrêter avec tout ça et que finalement l'écologie peut être mise entre parenthèses. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que dans la guerre des puissances, il ne faut pas se tromper, et les États-Unis et la Chine ont pris ce chemin-là. Merci François pour cet éclairage sur la situation commerciale, sur la compétitivité européenne. J'aimerais qu'on rentre maintenant un peu plus dans le sujet et un peu plus au cœur de notre sujet sur le monde du travail, avec déjà peut-être une première question de néophyte. Une question pour toi en tant que député européen, une question un peu plus large. Comment concrètement l'Union européenne influe-t-elle sur le monde du travail en France ? Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a deux compétences qui ne font pas partie dans les traités des compétences européennes pour une raison historique qu'il faut resituer. C'est par rapport à l'Angleterre. Finalement, ils nous embêtent quand ils sont dehors, mais ils nous ont bien embêtés quand ils étaient dedans. Les deux conditions mises par la Grande-Bretagne d'adhésion au traité et du fonctionnement à l'époque, non pas de l'Union européenne, mais de la CEE, c'est nous ne voulons pas qu'il y ait des compétences fiscales, ce qui nous embête beaucoup parce que ça veut dire que les entreprises peuvent faire de l'optimisation fiscale au sein de l'Union européenne. Il y a des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, au hasard Malte, au hasard le Luxembourg, et hier les îles anglo-normandes. Et la deuxième compétence dont il ne voulait pas, et c'est le grand échec de Jacques Delors, qui est un des pères fondateurs de l'Europe, c'est la compétence sociale. Donc on pourrait dire, circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est sans compter finalement l'obstination de députés européens, de forces politiques qui ont l'obsession de la question sociale dans le travail. Et par exemple, je donne un exemple concret qui a une portée, qui est encore en cours d'adaptation et d'application par les États membres, c'est la fin de l'ubérisation du travail. Alors c'est un mouvement d'un point de vue juridique, c'est-à-dire la requalification des salariés des plateformes, je pense notamment aux livreurs dans les scooters, mais pourquoi pas les chauffeurs, bref, les travailleurs ubérisés, c'est-à-dire le fait de leur accorder les droits, les mêmes droits qu'aux travailleurs salariés par la requalification de leur contrat. Ça, c'est une loi qui a été votée, loi européenne, et qui est en cours de retranscription au hasard, puisqu'il y a beaucoup de DRH qui nous écoutent, de spécialistes du droit du travail. La France tarde à retranscrire cette directive européenne en droit français, mais d'ici 2026, il faut qu'elle puisse le faire. Bon, alors, c'est bien sûr sur les accidents du travail, c'est sur les retraites, c'est sur la prévoyance, sur l'ensemble finalement de la chaîne de ce qui constitue la protection sociale des travailleurs, en reconnaissant qu'en fait les vrais employeurs de ces travailleurs sont les plateformes qui finalement leur donnent le volume de travail, leur fixent leurs conditions de rémunération. Alors on le voit, il y a aussi un certain nombre de directives de l'Union européenne qui influent sur le monde du travail. Il y en a une qui va arriver, c'est la directive sur la transparence des salaires, qui va être transposée en France courant 2027. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Et puis comment tu fais face à un certain nombre de critiques et parfois de réactions des milieux économiques qui disent finalement aujourd'hui, en France, il y a un peu trop de réglementation sur tout un tas de questions qui prennent du temps aux entreprises et qui parfois aussi peuvent être un frein, ou en tout cas sont considérés par le patronat comme un frein à la compétitivité dans cette situation de guerre économique. D'abord, faire en sorte que les salariés, y compris j'aurais pu parler de la mise en place progressive, on en a un embryon d'un SMIC européen,
c'est aussi éviter la concurrence sociale. C'est pas le même salaire partout, mais c'est faire en sorte que l'espace européen soit un espace de coopération, pas un espace de concurrence. J'ai parlé de la concurrence fiscale. Donc pardon, mais moi je pense au statut des travailleurs, au bien-être social des citoyens, des 450 millions de citoyens européens, où l'Europe n'est pas un projet, souvenez-vous de l'affaire du plombier polonais avec la directive du travail détaché, où on pouvait employer avec un salaire polonais finalement un artisan chez vous pour refaire votre appartement. Je parle de façon légale parce qu'il y a aussi tout le travail au noir. On ne peut pas niveler vers le bas l'Union européenne. Et je prendrai un exemple pour répondre précisément à la question, non pas sur la future directive, mais ça c'est l'actualité, sur le devoir de vigilance des entreprises. Le devoir de vigilance des entreprises qui consiste à tracer finalement en rang 1, voire en rang 2 les sous-traitants, c'est interdire une chose simple et qui participe du bien-être des entreprises. C'est interdire, par exemple, le travail forcé. Quand vous vous appelez Zara, au hasard, c'est un groupe, et en fait le groupe s'appelle Inditex, un groupe espagnol leader mondial de la fast fashion, et que vous savez parfaitement que vous employez équipementiers ou sous-traitants de rang 1 au Bangladesh, des gens qui n'ont pas le droit aux syndicats, qui sont payés à façon, c'est-à-dire à la journée, qui dorment sur place à des salaires de $100 par jour, enfin par mois, pardon, vous savez parfaitement que vous avez un problème. Donc l'Europe participe de la montée en gamme d'une économie résiliente et un minimum, respectant les droits humains et les droits sociaux. Est-ce que c'est une mauvaise chose que nous ayons cela ? Moi, je considère que, y compris la RSE, peut faire partie, on parle de notation sociale des entreprises, finalement, d'un avantage comparatif. Est-ce qu'il y a trop de réglementation ? Et moi, je suis un social-démocrate ouvert. Il ne faut pas non plus que la Commission européenne, le Parlement européen mettent de la norme pour la norme. Et il ne faut pas non plus que, finalement, les États membres, quand ils transcrivent en droit interne les directives de l'Union européenne, soient encore en train de faire de la surenchère normative. Donc ça, c'est un vrai souci des entreprises. Mais je reviens à mes deux fils rouges dans notre entretien sur les questions de travail. Les droits des travailleurs partout dans le monde, et donc la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, oui, et l'avantage comparatif aux normes environnementales, oui aussi, y compris pour protéger nos propres marchés. J'ai pris l'exemple de la fast fashion. Eh bien, si vous interdisez, parce qu'il y a de la réglementation, avec un vrai marquage CE, à ce que nous portions des habits qui sont potentiellement cancérogènes, importés de Chine, sur lesquels il n'y a aucune espèce de contrôle douanier, parce que vous avez des pièces qui sont à 60 € et que le contrôle douanier est déclenché à 150 €, eh bien, vous tuez des belles marques comme Jennifer, comme Camailleux, vous tuez du commerce de centre-ville, bref, vous tuez de l'activité économique en France. Donc, à court terme, oui, la norme, elle est mal vécue, mais à moyen et long terme, ça peut être un avantage comparatif. Autre question, en France, les débats sur le travail sont parfois un peu faibles. En réalité, on a beaucoup débattu des retraites. Politiquement, aujourd'hui, au sein du Parti socialiste, c'est quoi les propositions concernant le monde du travail, au-delà de la question de l'emploi et de la question des retraites? Alors, les propositions du Parti socialiste, moi je suis à livre ouvert. Hein. J'étais secrétaire national à une époque où nous discutions, on était d'accord ou pas d'accord, avec l'organisation du temps de travail et les 35 heures. Nous étions dans des politiques de l'emploi. J'ai également été fonctionnaire au ministère du Travail, qui était très offensive sur l'emploi des jeunes, par exemple, sur l'emploi des seniors au sein des entreprises. Il est évident que ces questions, finalement, sont extrêmement importantes, mais au sein du Parti socialiste et au sein de la gauche, et je le regrette, les questions de travail, finalement, sont sous-traitées ou pas suffisamment traitées. Moi, je vais vous donner une de mes convictions de socialiste et de responsable politique qui connaît bien les questions de travail. Entre l'ubérisation et le salariat, il y a un monde. Et il y a un monde dont les entreprises elles-mêmes, et je souhaite que ce soit à travers vous, je les inviterai à le faire avec moi, un chantier sur la redéfinition de ce qu'est le cadre de travail. Et je vais le dire très simplement, avec des mots simples. Le contrat de travail est un contrat de subordination, c'est-à-dire que ce n'est pas un contrat égal à égal. Il y a des contraintes pour les salariés. Et on voit bien que par rapport aux évolutions générationnelles, mais aussi avec un marché du travail qui, au-delà de la conjoncture, se détend pour des raisons démographiques, le levier de la motivation au travail ne peut plus être l'injonction systématique. Bien sûr qu'il faut, dans tout contrat d'ailleurs,
des obligations réciproques. Et moi, je lance un pavé dans la mare que je développerai, finalement de sortir de ce contrat synalagmatique et d'arriver à un contrat beaucoup plus finalement loyal entre les parties, qui ferait que le premier sujet ne serait pas l'obéissance, mais finalement une sorte de rendre un peu le contrat de louage de service du travail plus équitable entre l'employeur et le salarié. Et ça, je pense que c'est une évolution tout à fait importante pour les raisons finalement de changement sociologique profond par rapport aux nouvelles générations et de leurs exigences au travail, mais aussi parce qu'à un moment donné, au-delà de la question de l'ubérisation du travail, il y a aussi toute une série de tâches qui peuvent être effectuées par des freelances, qui est un phénomène qui n'est pas un phénomène marginal, et qui suppose de reconstruire une relation de travail plus équitable qui passe par l'évolution du contrat de travail. Mais alors justement, cette évolution du contrat de travail, elle pose question, parce qu'on voit bien, il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus d'indépendants. Il y a un phénomène aussi nouveau, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui, en démarrant leur carrière, ont tout de suite envie d'être indépendants. Donc on sent bien que le rapport à l'entreprise et le rapport au contrat de travail, il est en train d'être redéfini. Et en même temps, derrière l'indépendance, il y a aussi moins de protection sociale. Il y a aussi potentiellement une forme de précarisation des travailleurs, avec de plus en plus de sous-traitants et d'indépendants. Donc la question, c'est aussi comment apporter des garanties sociales à tous ces freelances et à tous ces sous-traitants. Alors déjà, moi, par ailleurs, j'ai été chef d'entreprise. Une entreprise unipersonnelle, certes, mais enfin qui était dans le conseil. Oui, il est clair qu'il faut outiller les individus pour le marché, et les individus auto-entrepreneurs, indépendants pour le marché, et notamment en faisant en sorte que les outils de protection sociale, et notamment les cotisations retraite, les indépendants, c'est indigent, le système de cotisation des indépendants. Moi, quand j'avais mon entreprise, que j'ai laissée parce que maintenant je suis parlementaire européen et que je le suis à plein temps, il y avait des options privées pour pouvoir me payer une assurance chômage. Bon, et finalement, il faut qu'on réfléchisse tous à cette question. Quand je voyais le niveau de paiement que je devais avoir pour avoir une protection, j'ai finalement individualisé ma protection sociale en disant non, je vais faire des placements privés, je vais avoir de l'argent de côté parce que les niveaux qu'on me demande pour payer ma protection sociale de façon collective, soit privée, soit publique, ne sont pas satisfaisants. Et ça, pour répondre à votre question, ça pose la question de la désaffiliation du travailleur au collectif. C'est une bonne tendance pour le rééquilibrage du rapport de force au sein des entreprises, cette montée en puissance du freelancing et du fait que les jeunes et de nouvelles générations ne souhaitent plus avoir un patron à vie et même pas à vie sur 2 ou 3 ans, mais la désaffiliation du collectif, c'est ça la protection sociale au fond, ne permet pas de faire entreprise, premièrement. Et donc c'est toute la question du télétravail post-Covid, mais tu es beaucoup mieux qualifié que moi pour en parler à N plus 4 ou 5 ans. Bref, ces tendances qui consistent à tout faire porter sur les individus grâce à la tech, qui permet beaucoup d'évolution, pose question quand même sur la manière de faire entreprise et de faire société. Mais du coup, ce que tu dis, c'est que finalement, il y a un espèce de terrain qui est entre, d'un côté, le contrat classique en CDI et l'affiliation à l'entreprise et le rapport de subordination, pour reprendre tes mots, et de l'autre côté, le freelancing avec potentiellement la précarité et l'individualisation que ça porte. Entre les deux, il y a un espace d'exploration à créer qui peut être central dans les évolutions du monde du travail, mais sur lesquels aujourd'hui, concrètement, il y a peu de propositions. C'est-à-dire que moi, je vois peu de partis politiques qui créent ou qui proposent des choses sur ce terrain-là, alors même que c'est complètement central dans l'avenir du travail. Non, mais comme tu me connais bien, tu m'as interpellé sur les questions de travail. Donc, tu ne t'attendais pas à ce que je te réponde sur l'évolution indiciaire du SMIC. Est-ce qu'il faut augmenter le SMIC ou pas? Et est-ce qu'il y a une trappe à SMIC? Ça, c'est des débats qui sont certes intéressants, mais qui ne sont pas des débats sociétaux. Donc oui, je suis un peu comme Magellan sur finalement cette flotte qui a traversé des terres inconnues, ou plutôt des mers inconnues, qui a découvert des terres nouvelles. Eh bien, il y a une terre nouvelle qui est la nouvelle relation de travail à l'aune de ce rééquilibrage du rapport de travail entre finalement celui qui possède le capital et celui qui possède sa force de travail. Et puis de l'autre côté, effectivement, ce qui a pu apparaître comme un Eldorado, qui est la montée en puissance du travail indépendant, mais dont on voit bien qu'il crée aussi de l'isolement et de la rupture. Et donc, il faut amener de la solidarité, non pas nier ce phénomène-là, amener de la solidarité en ce cadre-là. Et puis enfin, j'ajoute, c'est encore un débat pendant des heures, mais on est là pour parler centralement de travail. Il y a aussi une évolution majeure qui se pose, et dans des professions fortement intellectualisées, qui est l'intelligence artificielle, qui n'est plus un mythe. Moi, j'ai rencontré le syndicat des éditeurs européens.
Maintenant, il y a un tiers sur les plateformes de livres entièrement générés par finalement l'intelligence artificielle sans auteur. Et d'ailleurs, ces livres générés par l'intelligence artificielle viennent piller la création parce qu'il n'y a pas de génération sans data, la création de vrais auteurs qui sont pillés. Donc là, on a aussi ce sujet-là sur les professions intellectuelles. Et finalement, c'est la première révolution du travail qui touche d'abord par le haut les métiers de conception et dont on voit bien, là, ça va être une révolution. On va voir sous nos yeux ce qu'on a toujours vu dans les films d'anticipation, une robotisation à outrance des métiers par le bas. En Chine, par exemple, si on va en Californie aujourd'hui ou en Chine, on commande sur Uber non plus un chauffeur précarisé, mais on commande un robot, c'est-à-dire une voiture totalement autonome, on fait son code, et donc il y a le remplacement des travailleurs par finalement la robotisation qui va arriver de manière massive. Ce qui pose aussi la question de la protection sociale. Ça pose une question de protection sociale, mais ça pose aussi une question d'emploi. C'est-à-dire que quand on regarde les prévisions, aujourd'hui, il y a quand même un discours un peu naïf sur l'IA qui met le projecteur surtout sur les aspects positifs de ce que ça a apporté, mais en termes d'emploi et de reconversion professionnelle, potentiellement ces prochaines années, il va y avoir des destructions d'emplois, ou en tout cas des besoins de reconversion et de mobilité extrêmement fortes au sein des entreprises. Donc ce sujet-là va remettre au cœur du sujet politique un sujet d'emploi. Donc tout à fait, enfin, on ne va pas refaire le débat de l'IA, mais moi j'ai le monde merveilleux de l'IA, moi je ne l'ai jamais vu comme ça, même si je suis impressionné par les progrès significatifs de l'IA. En tout cas, dans tous nos métiers du conseil, je le dis au passage parce que je les ai exercés, tu les exerces, et dans les métiers de la politique, la note générée par ChatGPT, elle fait aussi bien qu'un étudiant de Sciences Po de 2e année, mais en moyenne, elle ne m'apporte pas une idée. Et je le dis, message de service à mes collaborateurs, ils le savent. Ces notes-là n'apportent aucune valeur ajoutée. Donc l'intelligence artificielle n'est pas encore à ce stade. Mais on voit bien que l'IA d'un côté et le rééquilibrage des relations de travail de l'autre pose la question du rapport de travail. Le schéma classique de l'exploitation de l'homme par l'homme existe encore, bien sûr, on le sait. Mais pour les progressistes qui veulent protéger le travail, qui veulent protéger les salariés, qui veulent des conditions d'existence dignes pour les personnes, y compris dans la dimension de souffrance psychologique, qui est une dimension beaucoup plus forte, qui monte en puissance par rapport à la question de l'accidentologie des accidents du travail, il y a un espace de solidarité à réinventer. Ça, c'est tout à fait clair. Donc le travail est un sujet politique. Le travail n'est qu'un sujet politique. Et tout à l'heure, tu m'as posé la question de que peut l'Europe pour finalement les travailleurs. En tout cas, pour les travailleurs intellectuels de la création qui sont, c'est le cas des scénaristes, c'est le cas des journalistes, c'est le cas des architectes, par finalement la réglementation de l'Internet. Et là, c'est un domaine dans lequel l'Europe fait référence. L'Europe peut énormément. Et d'ailleurs, plus personne, je discutais avec un ami assez souverainiste que j'ai connu dans ma période chevènementiste, il reconnaissait que sur tous les sujets de régulation de l'Internet, l'échelle pertinente, c'est l'Europe. Et tout à l'heure, on a parlé du monde des crises de façon forte, du monde des empires revenant. Pourquoi Mark Zuckerberg, pourquoi Elon Musk, pourquoi tous les géants de la tech ont voté Trump? Parce qu'ils ne supportent pas que l'Europe, finalement, ait une vision de la tech, de l'intelligence artificielle, qui soit une vision de protection des citoyens, des consommateurs, et de la création et des travailleurs, dont ils se fichent complètement aux États-Unis. Donc nous sommes en pointe sur, finalement, la pensée civilisationnelle, humaine, sociale, mais on n'est qu'en bas de la montagne, sur tous ces sujets de modification du travail par l'intelligence artificielle. C'est quoi le quotidien d'un député européen ? Le quotidien d'un député européen, c'est beaucoup de logistique, puisque finalement on a 3 lieux de travail. On a Bruxelles pour tout le travail en commission. Donc, en fait, c'est là qu'un député travaille. Donc, typiquement, hier, j'étais en audition sur les questions de mobilité militaire. On auditionnait des généraux de l'OTAN, de la Bundeswehr, pour savoir comment on va faire en sorte que tout le matériel arrive à bon port, c'est-à-dire malheureusement sur les théâtres d'opération. C'est les réunions, puisque c'est un système de poupées gigognes. On ne dit plus poupées russes, mais c'est comme ça que ça marche. C'est la réunion, par exemple, de délégation, c'est-à-dire les 13 Français socialistes, une fois par semaine, mais c'est aussi 2 réunions de groupe socialistes de tous nos collègues européens
des 27 États membres, on est 138. Et puis c'est la vie des commissions. Bref, j'en passe, c'est les meilleurs. Et c'est la rencontre de ce qu'on peut appeler les groupes d'intérêt, qui sont en fait les lobbies. Parce que quand on est là à Bruxelles pour 27 pays, eh ben, vous avez toutes sortes de représentants de groupes d'intérêt qui viennent vous voir depuis le groupe d'intérêt de la bicyclette, du camion, les vendeurs d'armement, Ariane, j'en passe, c'est des meilleurs, les citoyens. Ça, c'est Bruxelles. Ensuite, Strasbourg, c'est une fois toutes les 3 semaines. On va voter dans ce fameux hémicycle, qui est un bâtiment magnifique de 720 députés, les lois, une fois qu'elles ont été travaillées par les uns les autres. Mais c'est beaucoup de logistique. C'est-à-dire que si on veut être avec toi, avec les gens qui vous ont élus, c'est-à-dire les citoyens, à Bruxelles, à Strasbourg, on ne cesse finalement de faire du Tetris avec son propre agenda. Ok. On parle aujourd'hui un peu de l'entrisme de la Chine et de la Russie. Est-ce que toi, en tant que parlementaire européen, tu vis, ou est-ce que tu as vécu, ou est-ce que tu as des expériences d'influence étrangère ? Alors, en fait, je pense que les lobbies font très bien leur travail. Donc, ils savent qu'avec moi, ils vont prendre une porte. Donc, je n'ai pas d'influence étrangère directe, à ma connaissance. Maintenant, après, il y a des sujets. Par exemple, un de mes collaborateurs a été cambriolé, on lui a rien volé. Bon, il y a tout de suite une enquête du Parlement européen, des services de sécurité, pour savoir si. Ça, c'est l'un des aspects qui peut être mentionné. Mais l'influence étrangère, elle est partout, tout le temps. Moi, je suis en train de remettre en cause un accord de ciel ouvert entre l'Union européenne et le Qatar, parce qu'on s'est aperçu que la personne qui l'a négocié au sein de la Commission européenne avait touché de l'argent du Qatar, ce qui, sur le plan du fair play de l'accord, pose difficulté, et de voir si le Qatar éventuellement n'aide pas, et poser la question, c'est y répondre, sa compagnie nationale. Mais je tairai le nom des députés, des députés qui ont reçu des émoluments de la part de la Chine à travers Huawei, des députés qui ont été pris la main dans le sac avec de l'argent liquide, plusieurs centaines de milliers d'euros du Qatar, dans la période de la préparation de la Coupe du Monde au Qatar. Bref, tout ça existe. Il faut comprendre que Bruxelles, puisque je l'ai dit, sur les questions notamment de régulation de l'Internet, a un poids considérable, puisqu'en plus c'est le maître étalon de la réglementation mondiale. Eh bien, vous avez au hasard TikTok, qui vient rencontrer les députés, ce même TikTok qui achète sur étagère des élections. Donc oui, l'influence étrangère est absolument partout. Voilà, quant aux lois nationales sur la transparence de la vie politique et du statut de parlementaire, on a une des législations les plus fortes et les plus contraignantes. Il y a des pays où il y a des gens qui sont à la fois députés européens puis rémunérés par l'industrie automobile, ce qui pose problème. Tu es engagé depuis combien de temps en politique ? Depuis 30 ans ? 20 ans ? Oh, plus que ça. J'ose plus le dire. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, ouais. Je me suis engagé à 17 ans, j'en ai 56. Donc, donc j'imagine que tu as vécu des hauts et des bas en politique. Comment on tient dans la durée en politique, et qu'est-ce qui fait, c'est d'où ça vient une vocation sur un engagement politique comme le tien pendant tout ce temps ? J'ai pas de difficulté à répondre à cette question. La politique, c'est pas un métier, c'est pas un plan de carrière, là, c'est un virus. Et moi, j'ai ce virus chevillé au corps, pas sur les petites questions du quotidien, encore que, elles sont intéressantes, je les méprise pas, mais sur le chaos du monde, sur le sens qu'on donne à sa vie. Et après tout, je vais le dire avec des mots presque finalement qui relèvent de la foi, c'est la transcendance. C'est quel est le sens de moi humain sur Terre qui vais passer une fraction de seconde, ne serait-ce que l'humanité, quel est le sens de mon passage sur Terre. Alors moi, je me suis engagé dans les associations aussi, à un moment donné où je me posais des questions sur la politique, beaucoup dans le monde du travail. J'ai travaillé, j'ai fait du conseil en ressources humaines, en communication. J'ai toujours travaillé en même temps, c'est un équilibre. Mais rien ne donne cette expérience aussi forte du chaos du monde et de la manière de le réguler que la politique. Parce que finalement, c'est elle qui peut, c'est un peu clausewitzien, permettre que nous trouvions une médiation plutôt que conflictualité qu'est la guerre pour régler les problèmes du monde. De quoi tu serais fier dans quelques années ? Si tu te projettes un peu, est-ce que tu as, j'ose pas parler d'objectifs, mais qu'est-ce qui te rendrait fier dans les 3-4 ans qui viennent ? Vraiment, là, l'Europe est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'avant, c'était une sorte de confédération où chacun gardait chez lui sa souveraineté. Typiquement, il y a un chantier qui est devant nous, qui est à l'échelle de toutes les questions qu'on s'est posées. C'est le chantier de la défense européenne. Je serais fier que, entre le début de ce mandat et la fin de ce mandat, les Européens puissent dire, pour préserver la paix, nous sommes capables de nous défendre nous-mêmes et que nous trouvions la solution à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, que nous ayons une armée européenne réellement, que chacun soit sorti de son confort et de son isolationnisme national pour ne plus dépendre du bon vouloir des États-Unis, qui est un allié à géométrie variable. Et par exemple, de faire en sorte que le fantassin en Ukraine
quand il doit régler finalement le mouvement de son tank ou de son tir, c'est comme ça, ne soit pas dépendant du vouloir d'Elon Musk qui dit « moi je vais arrêter le signal de Starlink et ils ne pourront plus opérer sur le terrain », que nous puissions proposer une solution souveraine européenne pour notre propre sécurité. Voilà encore quelque chose d'important et qui touche aussi à la vie et à la mort. C'est pas simplement des choses lointaines comme l'image d'Épinal de l'Europe. C'est ça aussi, malheureusement, de cette image d'une réglementation pour réglementer la courbure de la banane ou la taille du kiwi. Ça, c'est cette image d'Épinal. Mais je crois qu'il faut la chasser pour revenir à l'essentiel. L'Europe est encore le pire des systèmes et l'exclusion de tous les autres. Comme le disait un peu Churchill à propos de la démocratie, nous sommes enviés, nous sommes imités, nous sommes pillés. C'est bien la preuve que cette vieille Europe démocratique, sociale, environnementale, résiliente, qui avance lentement, qui nous agace, qui agace les chefs d'entreprise, qui agace les Français, eh bien, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je vois bien qu'on fait plus que se consoler. Merci François. J'avais une dernière ou une avant-dernière question à te poser, je demande ça à tous mes invités. Est-ce qu'aujourd'hui tu aurais une information presque confidentielle à nous partager ? Alors, je vais le dire à voix basse. Ouais. J'aime bien quand tu prends une voix basse. Oui, parce qu'on est entre nous. Ouais, personne ne regarde. Personne regarde, personne n'écoute. Je crois que Olivier Faure va perdre le congrès du Parti socialiste parce que les outrances de la France insoumise qui est passée de finalement la solidarité nécessaire avec le Grand Sud à l'antisémitisme d'atmosphère, la fréquentabilité d'une gauche qui ne parle qu'à elle-même plutôt que de parler, on parle des travailleurs, et bien finalement ça passe de moins en moins bien et que face au danger Bardella, tout le monde prend conscience au sein du Parti socialiste qu'il faut que le Parti socialiste, comme il a été aux élections européennes avec Raphaël Glucksmann, que je salue au passage, soit de retour. Autrement, ce sera, comme on le voit en Roumanie, comme on le voit en Slovaquie, comme on le voit avec la percée de l'AfD en Allemagne, ce sera la montée en puissance inexorable de l'extrême droite. Merci. Merci pour cette information. Je sais pas si c'est une information, une prédiction. Une note plus légère peut-être pour terminer ? Je sais pas, il était prévu que je parle d'un livre. Ouais, est-ce que tu as un livre à nous conseiller ? Eh ben, le livre, c'est le fil rouge de l'entretien. Est-ce que l'Europe est en déclassement ? Est-ce que l'Europe est naïve ? Est-ce que l'Europe peut quelque chose face finalement au désordre du monde ? C'est le livre « L'heure des prédateurs » de Giuliano d'Ampoli, qui avait aussi écrit Le Mage du Kremlin, et qui explique parfaitement bien ça. C'est-à-dire le fait que finalement, c'est cette... particulièrement avec la Russie. C'est cette volonté de prédation, cette volonté d'empire qui est en train de tout emporter. Et je le disais hier devant des amis socialistes qui me faisaient faire mon compte-rendu de mandat avec bonheur. L'Europe, elle doit tenir les deux bouts de l'omelette. Être consciente que finalement, le monde de la paix, le monde de la consommation, le monde du repli sur soi individualiste, du je m'en fous du collectif, ne tiendra pas face à des empires qui ont faim et qui sont extrêmement prédateurs, économiques comme la Chine, guerriers comme la Russie. Et je crois qu'un peu comme d'autres essayistes par le passé, Giuliano d'Ampoli a tout à fait compris, à travers ses différents ouvrages, le changement de monde auquel nous assistons. Et je terminerai par ce mot, je ne sais pas si c'est plus léger en fait, c'est pas du tout plus léger. C'est pas très léger. Hein. C'est pas très léger, mais ça m'imprègne. Sur le fait que quand je réponds à tes questions, je me vis comme un... Et quand je suis député européen, que je vois le chaos du monde qui est vertigineux, je me vis comme un passeur auprès des nouvelles générations. Eh bien, être un passeur auprès des nouvelles générations, c'est leur dire, nous, dans bientôt, on ne sera plus là, en tout cas plus actifs. C'est à vous de changer totalement votre manière de faire. L'histoire est de retour, le tragique est de retour, et après tout, c'est certes pas léger, mais ça crée des vies plus passionnantes. Merci beaucoup François.